c'est pour tous les vendeurs de liens qui font des liens de merde, enfin des pages de merde à coups d'IA en boucle depuis 1 an et demi maintenant. Et encore une fois, je jette la pierre à personne, je fais la même chose, les gars. Je pense que le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de content pruning à faire, à mon avis. Et le problème, c'est supprimer le site. Mais non, mais C'est plus. Et du coup, la cannibalisation, de mon point de vue, ça peut être un des pires trucs que vous pouvez faire sur votre site. Je vais peut-être lâcher le tips de l'année, ou peut-être c'est une fake news, donc je peux pas vous le dire. Je peux pas savoir la véracité du truc, tu vois. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais pour à ce qui paraît, c'est très lié aussi aux encres internes du site. Pourtant, sur LinkedIn, j'ai vu qu'il fallait pas faire de lien. Ouais, justement. Certaines personnes vous diront qu'il faut pas faire de lien, ne pas en faire. Après, maintenant, en vrai, voilà quoi. Comme ça, mon avis. Ah, on a notre Vas-y. expert LinkedIn là qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Anto? Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Aujourd'hui, on va voir avec vous les pires erreurs qui peuvent être fatales pour votre site d'affiliation. Et pour ça, comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony. Salut les gars. Salut. Salut. Avant de partir sur le sujet, petit rappel, demain, donc 22 décembre 2024 à 23h59 précisément, c'est la fin de la prévente de notre formation, la Wizard Academy. Voilà, on en a parlé un peu plus en détail dans le précédent podcast. Je vous rappelle que dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien. Il y a une petite vidéo de présentation qui vous permet de voir si cette formation peut correspondre à vos attentes. Et vous pouvez même, pour avoir un espèce d'avant-goût, profiter de la formation gratuite qu'on vous fournit, qui est également avec un lien dans la description. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu déjà que ce qu'on a proposé en gratuit. Et comme ça vous donne un avant-goût de ce que vous pourrez retrouver ensuite dans la formation La Wizard Academy. Qui veut commencer sur notre sujet du jour, du coup, les pires erreurs qui peuvent être fatales pour votre site d'affiliation? Choisis Franck. Il faut que tu choisisses qui de nos deux Je balance ma balle à Anto, tiens, ça te fera commencer pour une fois. Allez. Eh ben, la pire erreur qui m'est déjà arrivée, c'est de baser son site d'affiliation uniquement sur une seule affiliation. Ça, c'est la pire chose à faire. J'avais un site qui tournait très bien, basé sur une seule affiliation. Le mec a décidé de couper le programme d'affiliation et le site, il fait 0. Voilà, tout simplement. Parce que c'était basé sur un seul produit. Et vu que c'était le seul mec à vendre ce produit-là, tu te retrouves avec un site qui sert à rien. Donc voilà, je pense que c'est une des très très grosses erreurs qu'on peut faire. T'as jamais trouvé un concurrent que tu Si, pouvais mettre en concurrent, avant? mais ça marche pas en fait. Quand les gens ils veulent ce produit-là, ils veulent ce produit-là. Ah Enfin, ouais, ça marche, ok. mais c'est ridicule la différence, quoi. Ouais, ok. Ouais, Ouais, ok. c'est vrai que j'avais pas pensé à ça parce que moi je fais que des trucs multi-affiliation. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où ça se faisait beaucoup le monoproduit. Ouais, c'est surtout que Excel. dans ce cas-là, il y avait plusieurs produits sur le site, mais j'envoyais tout sur le même produit. Mais tous mes articles étaient basés en disant ouais, le meilleur c'est celui-là. Donc Ouais. ça m'aurait fait reprendre tous les articles du site. Enfin, voilà. Ok, bon, bon tips, bonne erreur à éviter du coup. Arthur? Moi, je vais dire pour commencer, ne pas avoir de sauvegarde de ces sites. Ça peut être Ah ouais. catastrophique parce que, alors pour plein de raisons différentes, mais l'une des raisons principales et que j'ai encore subi entre guillemets là récemment, dans le sens où ça c'était en l'occurrence c'était le site de ma copine qui s'est fait pirater, mais en cas de piratage, c'est vraiment une merde monstrueuse. Et si vous n'avez pas de sauvegarde de votre site, c'est d'autant plus compliqué. Donc sauvegarde régulière, idéalement tous les jours. Enfin, ça dépend évidemment du rythme de publication de vos contenus. Mais concrètement, là, pour être sûr, typiquement, les sauvegardes sur le coup, le piratage qu'il y a eu assez récemment,
il n'y avait pas de sauvegarde faite. Il y avait une sauvegarde tous les mois, je crois, et pour être sûr que la sauvegarde en question qu'on a remis sur un autre serveur, etc., n'était pas elle-même vérolée, on a dû prendre une sauvegarde qui datait de 3 mois en arrière, je crois. Donc par chance, déjà, elle avait une sauvegarde. J'allais Parce dire, ouais, que, c'est déjà bien en vrai. ouais, franchement, c'est déjà bien. Parce que là, honnêtement, sans sauvegarde, derrière, il faut prendre quelqu'un qui connaît vraiment ce qu'il fait et qui nettoie lui-même le truc. Enfin, c'est cher. Et c'est vraiment la merde, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, dès le départ, que vous soyez débutant ou expérimenté, que vous reconnaissez, ah, c'est vrai que je fais peut-être pas assez attention à ça, mettez en place des sauvegardes automatiques. Vous avez des logiciels Justement, c'est ce que j'allais te demander. T'as des outils, t'as un truc que tu peux partager? Main, M-A-I-N-W-P. Alors, je dis pas que c'est la meilleure solution. Je suis presque sûr que c'est ça. Généralement, je tendance à me planter sur le nom du tool, donc il faudrait peut-être vérifier, vu que moi, je peux pas là. Mais MainWP, c'est un petit outil qu'on installe sur ces sites WordPress et qui fait une mise à jour gratuitement tous les mois. Donc, c'est le fameux truc qu'avait ma copine. Et par contre, si vous pouvez payer, je crois, 1 $ par mois ou 1,5 $, enfin, je sais plus, c'est pas grand-chose. Et vous avez une mise à jour tous les jours. Toutes les 24 heures, vous avez une mise à jour de votre site. Tout est géré directement chez eux. Donc le jour où vous avez besoin de votre mise à jour, hop, vous allez la chercher sur leur site. Et voilà, et ça vous permet, si vous utilisez l'outil pour autre chose que ça, vous pouvez monitorer un peu votre WordPress. Bref, ça c'est... perso, moi, c'est vraiment pour les mises à jour. Il y a sans doute d'autres solutions qui marchent très bien. Vous pouvez aussi faire confiance, je crois que c'est ton cas, Franck, à votre hébergeur. L'hébergeur, ouais. Sinon, une autre solution un peu enfin, un peu artisanale, hein, mais qui fonctionne, c'est de tout simplement faire des duplicators de votre site. Donc, duplicator, c'est une extension qui se trouve sur WordPress. Si vous n'êtes pas sur WordPress, tout simplement en fait, faire comme si vous vouliez migrer, par exemple, votre site d'un serveur à un autre. Bah, vous allez devoir faire un dupliqué de votre site. Et ça, vous pouvez, par exemple, bah, du coup, faire un duplicator et vous le stocker, par exemple, sur votre ordi. Petit point, juste garder plusieurs. En gros, parce que ça pèse un peu lourd, mais dès que vous avez fait le duplicate de votre site, ne supprimez pas forcément l'ancien. Gardez peut-être 3, 4, 5 versions, même par exemple, si vous vous dites, je vais faire toutes les 2 semaines, je vais essayer de faire un backup, eh bien, gardiez plusieurs versions antérieures au cas où, si à un moment, sans vous rendre compte vraiment de ce que vous avez fait, vous avez dupliqué, par exemple, un truc qui est vérolé, bah, peut-être que vous pourrez revenir encore un peu en avant pour trouver la version non vérolée. Donc voilà, ça peut être une solution un peu plus artisanale, plutôt dédiée, je pense, aux personnes qui n'ont pas des tonnes de sites. Mais si vous avez que quelques sites, bah, faire un petit duplicator, vous gardez sur un disque dur externe. Peut-être même que vous gardez sur 2 trucs différents, un disque dur externe et puis peut-être votre PC normal. Ça vous permet d'avoir plusieurs copies et puis d'éviter les soucis au cas où. Voilà, ça vous permet de réinstaller le site facilement. Mais ouais, voilà, c'était la petite erreur. Ok. Franck, vas-y, hein, envoie. Ouais, alors moi, c'est parce que j'en ai subi plusieurs fois les conséquences de ça, mais c'est de pas remettre à jour les contenus qui sont déjà faits pour les réadapter à l'intention de recherche actuelle. Il faut savoir que dans notre cas, on fait du coup de l'affiliation, beaucoup liée à des sites qui rankent en SEO. Et les intentions de recherche, du coup, donc c'est ce que Google considère que l'utilisateur va attendre pour un type de page. Et en fait, cette intention de recherche, elle peut varier. Là où avant, par exemple, peut-être qu'il se dira que les gens attendent, par exemple, une page de blog qui explique quelque chose. Au fil des années, au fil du temps, peut-être que l'intention de recherche, ce sera plutôt un listing de quelque chose. Par exemple, un listing de boutique. Et il considère, Google, que l'intention de recherche, du coup, c'est première position, boutique A, deuxième position, boutique B, et ainsi de suite. Ça, c'est les intentions de recherche qui peuvent changer. Parfois, ça va même aller encore plus loin. Son intention de recherche qui change, il va considérer que là où avant, il fallait du contenu informatif, après, c'est plutôt du contenu de type e-commerce qu'il attend, ou du contenu en tout cas qui est très orienté sur la vente. Donc, ça, quand vous avez un site, et souvent c'est dur à gérer quand on a beaucoup de sites, mais quand vous avez que quelques sites ou alors que vous pouvez déléguer ce genre de choses, eh bien faire en sorte que assez régulièrement, ou en tout cas quand vous voyez que vous perdez des positions sur un contenu,
allez vérifier si votre contenu correspond toujours bien à l'intention de recherche. Bien souvent, on va s'attarder sur les liens, on va s'attarder sur la sémantique du contenu en se disant ah bah peut-être que j'ai pas choisi pile les bons mots-clés et tout ça, alors que peut-être que c'est juste l'intention qui a changé. Et dans ce cas-là, c'est important de retravailler sa page pour correspondre à ce que Google et donc l'utilisateur attend. Et j'en profite pour dire, n'ayez pas peur de enlever beaucoup de mots sur vos pages aussi, quand vous refaites vos pages. Mm. Et ouais, en effet, et moi, pareil pour compléter ce que tu as dit, pour tous ceux qui ont un profil peut-être un peu plus technique ou qui sont en train un petit peu de bidouiller avec Make en ce moment, je pense que c'est clairement faisable d'avoir une espèce d'analyse au moins mensuelle, quand on a un site avec beaucoup de pages, par exemple, d'envoyer en analyse à GPT-4, en l'occurrence, donc à OpenAI, et de lui dire, donc vous mettez en entrée le sitemap de votre site avec toutes les pages, ou alors vraiment uniquement vos money pages. Il faut absolument que vous restiez tenu au courant très rapidement, surtout quand vous avez plusieurs sites et tout, d'un changement d'intention. Et donc, en fait, tous les mois, par exemple, vous allez pouvoir analyser l'intention. Et donc, pour ça, évidemment, OpenAI n'est pas capable d'aller chercher directement 100% du contenu d'une SERP. Ça, pour le coup, c'est un fait. Par contre, vous avez aujourd'hui des API comme Space SERP en LTD, donc en Lifetime Deal, sur AppSumo, qui vous permettent d'aller chercher pas mal de data. Je crois même que vous pouvez aller chercher le contenu, je l'espère, ou alors vous trouvez une autre façon pour le contenu. Mais en tout cas, on peut imaginer assez facilement un système qui, avec un prompt assez simple, va essayer en fonction des 10 premiers résultats de la SERP, eh bien d'aller dire, voilà, l'intention de recherche aujourd'hui, c'est ça. Et le mois d'après, on lui fait reprendre l'intention de recherche qu'il avait analysé le mois d'après, et on lui dit, est-ce que l'intention de recherche, selon toi, c'est toujours ça? Et en fait, en fonction des changements qu'il y a eu, des modifications qu'il y a eu dans la SERP, vous pouvez, à mon avis, je pense notamment à certains copains qu'on a vus récemment au Chiang Mai SEO, qui ont tendance à automatiser lourdement tout ce qu'ils font, et avec beaucoup de sites, je pense qu'en fait, au bout d'un moment, la seule façon de faire ça correctement, c'est d'automatiser cette veille-là. Et puis, si jamais on a une alerte, là, il y a eu un changement, là, en tant qu'humain, on peut aller voir et prendre des décisions, mais voilà. Ok. Manto? Je vais rebondir sur... Non, je vais pas rebondir, je vais dire celui-là. Faire attention à la langue de son site. Bon, ça, c'est dans le cas quand vous faites des sites multilangues. Faites attention de ne pas faire la redirection des utilisateurs selon la langue du navigateur. Parce que c'est arrivé il y a récemment à une connaissance. Le site, il faisait la redirection selon la langue du navigateur et ça fait que Google crawlait constamment la version anglaise et il comprenait pas pourquoi ces pages s'indexaient pas. Et en fait, c'était tout simplement à cause de cette redirection-là. Donc, ça peut être des erreurs bêtes et ça peut flinguer des projets. Donc, voilà. Comme je parle beaucoup de multilangue. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça c'est assez ouf parce que enfin, c'est grâce à un pote qui a regardé et qui lui a dit bah en fait C'est tout con. c'est juste ça le problème. Et c'est vrai que Et le site est parti en bombe. Donc, c'était vraiment Ouais. que ça le problème. ah ouais, c'est ouf. Arthur? Ok. Alors pour moi, une erreur, c'est de ne pas monitorer, suivre et analyser les résultats de ses ventes. Je pense notamment à des trackers un peu plus avancés. Je sais que nous, ça avait été pendant un moment une année pas possible avec les trackers. Je pense notamment à Volume à l'ancienne. Je ne sais pas trop si ça existe toujours aujourd'hui. Mais je pense que c'est très important aujourd'hui de savoir d'où viennent nos ventes. Et vous avez, je crois qu'Anto sera un peu plus calé que moi pour en parler, mais des manières avec certains partenaires, même en affiliation, d'avoir un espèce de post-back, Anto, ou en gros, il se passe quelque chose quand il y a une vente qui vous permet finalement de traquer à la base. Ouais, À tu la peux limite, savoir. si tu veux un peu étayer ce que... Les trackers, c'est ça. Ouais, tu configures sur le network. Après, tu as un postback. Donc, quand le network il y a une conversion, ça te renvoie la conversion avec le fameux click ID, qui en fait, tout simplement, quand le mec a cliqué, lui, ça le log. Et depuis ce click ID là, vous pouvez. Enfin, on va refaire le schéma. Vous êtes sur votre site internet, vous créez un lien avec votre tracker.
Une fois que la personne a cliqué dessus, elle est taguée avec un click ID. Si ce click ID-là lead sur la plateforme d'affiliation, le postback renvoie la conversion avec ce click ID-là. Et vous savez exactement, cette personne, elle était en France avec tel navigateur, elle a cliqué sur tel lien, la conversion a eu lieu à telle heure, sur tel bouton. Et si vous mettez des paramètres, vous pouvez mettre jusqu'à 10, 20 custom paramètres dans les liens. Vous pouvez par exemple mettre sur cette image-là, sur cette LP, sur cette langue de cette LP, enfin cette géo. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous savez exactement d'où vient la conversion. Mm. Et c'est vrai que c'est hyper important. Ce qui peut être utile notamment si vous avez une chaîne YouTube qui complémente un de vos contenus, vous pouvez voilà, mettre en place Ah, ce tu genre de peux, par choses. exemple, moi maintenant je fais remonter le référeur parce que dans certains cas, bon, parfois les navigateurs le bloquent, mais tu peux voir si ça vient de Bing, si ça vient de Google. Tu vois, ça peut donner des idées, des pistes. Donc c'est pas mal. Ouais. En fait, je fais remonter tout maintenant, vraiment tout sur la conversion, tout ce que je peux. Ok. Et après, la technique du pauvre, un peu, c'est, enfin, du pauvre et de celui qui n'a pas envie de se casser trop la tête, le minimum vital pour moi, c'est d'intégrer, si vous voulez pas tout traquer, au moins pour avoir une idée approximative. C'est là, quand vous allez sur un site d'affiliation, vous le verrez dans 80% des cas, euh, des, euh, des redirections internes avec des slash go par exemple. Vous avez des plugins sur WordPress comme redirection, tout simplement le plugin redirection. Vous pouvez créer des redirections custom. Et aujourd'hui, par exemple, je sais qu'on le fait à peu près tous. En tout cas, moi, j'essaie de le faire sur mes sites. Quand je parle d'un produit et que je présente un lien d'affiliation, plutôt que de mettre directement le lien d'affiliation sur ma page, je vais faire une redirection avec mon domaine /go/ le nom du produit. Et ça va me permettre d'avoir du coup de la visibilité, parce qu'après sur le plugin, on peut voir le nombre de hits qu'il y a eu sur le lien. Donc on voit en fait combien de personnes ont cliqué, combien de personnes sont passées par la redirection. C'est très approximatif, c'est loin d'être aussi efficace et intéressant à analyser que ce que propose, enfin ce que vient d'expliquer Anto. Après, Mais ouais. solution alternative entre les deux, parce que c'est vrai que les trackers, ça peut être chiant à mettre en place et tout. Solution entre les deux, short.io, le site, gratuit. C'est un peu comme Bitly. Vous créez vos shorters. C'est votre shorter à vous, par contre. Et là, pareil, tu as un dashboard et tu peux tout mettre tes liens de redirection. Si Ok. tu as plusieurs sites avec les mêmes liens, tu sais si ça vient d'un PC, d'un téléphone. Bon, c'est pas des stats poussés, mais tu as déjà un peu de stats, quoi. Et t'as pas de config à faire. Ok. Donc voilà. Solution Ok, Remix. ok. C'est à qui? C'est à moi. Alors, moi, je vais vous parler d'avoir des contenus qui se cannibalisent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut. En fait, au début, ça va pas forcément nous arriver, mais au fil du temps où notre site grossit, c'est pas impossible qu'on finisse par recréer des contenus qui sont tellement proches qu'en gros, les deux pages qu'on va créer, par exemple, prennent le risque de cibler la même requête. Et d'ailleurs, ça, il y a même des gens qui connaissent par exemple peu le SEO et qui vont se dire, je sais pas moi, par exemple, je veux ranker, je veux que mon site soit positionné sur coiffeur à domicile Dunkerque. Et du coup, qui vont par exemple faire leur site et ils vont faire plein de pages coiffeur à domicile Dunkerque. Et puis une autre page, le meilleur coiffeur à domicile de Dunkerque. Et puis encore une autre page, coiffeur à domicile Dunkerque. Encore un autre truc qui serait très proche, très similaire. Et en fait, là, le risque qu'on prend, c'est que Google, quand il analyse le site, il est tellement perdu sur quel est le contenu que je dois positionner qu'il préfère en fait tout simplement ne pas en positionner. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cannibalisation. C'est quelque chose qui, au final, qu'on retrouve assez régulièrement sur des sites de plus ou moins grosse taille. Euh, Soit ça vient de tout simplement parce qu'on veut créer du contenu, toujours plus de contenu pour essayer d'attirer du trafic et du coup, petit à petit, on finit par remarcher un peu sur les mêmes sujets qu'on a déjà traités. Soit ça vient, comme je viens de le dire, de personnes qui du coup pensent que plus elles vont faire de contenu sur un sujet en tapant la même requête et plus il y a de chances qu'elles se positionnent. Et ça, c'est une erreur. Pour éviter la cannibalisation, il y a un outil qui est fait par notre pote Amaury qui s'appelle 12page.com. Donc 12page, page avec un s.com, qui vous permet en fait de rentrer des requêtes et de savoir si vous devez créer une page
qui va taper les 2 fois la même requête ou 2 pages différentes. Et donc ça vous permet d'éviter la cannibalisation sur votre site. C'est un outil hyper pratique et du coup la cannibalisation, de mon point de vue, ça peut être un des pires trucs que vous pouvez faire sur votre site. Je vais prendre un exemple plus concret. Imaginons que vous ranquiez déjà sur une page, par exemple, un avis sur un type de produit, que cette page, vous rapporte de l'argent et en fait, à un moment, vous dites: «Tiens, cette page, elle me rapporte pas mal d'argent. Du coup, je vais essayer d'aller chercher un peu des longues traînes, liées à cette page». Sans vérifier si, aux yeux de Google, il vous faudrait 2 pages différentes ou une page similaire et du coup, vous allez vous dire, «Bah, là, je vais faire une page sur avis et le nom du produit et du coup, pour essayer de taper une autre longue traîne, je vais faire une autre page que je vais appeler, par exemple, test et le nom du produit». Or, peut-être que Google, pour lui, avis et test, c'est la même chose. Et donc, il vous fallait qu'une seule page et dans cette page, vous dites les mots avis pour essayer de ranker sémantiquement là-dessus et vous dites parfois le mot test parce que comme ça, Google comprend que c'est aussi un test. Et donc quelqu'un pourrait, par exemple, dans ce genre de cas, faire l'erreur de vouloir faire 2 pages différentes et le risque, eh bien, c'est que du coup, ils se disent: «Ah mais du coup, quelle est la page que je dois faire ranker maintenant? Avant, je savais vu qu'il y avait qu'une seule page. Aujourd'hui, il y en a 2. Laquelle je fais ranker?» Et si vraiment il n'arrive pas à prendre une décision, et ben, là, vous pouvez, directement perdre beaucoup de positions dessus parce qu'il sait juste plus quoi faire, quoi. Donc faut faire, je pense, super gaffe. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé des cas où vous avez cannibalisé un peu sur vos propres sites. Moi, je sais que ça m'est arrivé à un moment où un site, je m'en occupais un peu moins et du coup, j'avais dit à mon rédacteur: «Bah, tu sais quoi? Tu carte blanche pour créer du contenu. Tout ce que je veux, c'est que ça soit du contenu autour de la thématique principale du site» et en fait, il avait commencé à faire des contenus et j'ai mal surveillé et par exemple, je faisais, les meilleurs, noms du produit et lui, il avait fait d'autres pages, par exemple, top 10 des produits, de ce produit. En fait, c'était la même chose et Mmh. j'avais perdu, full position comme ça. Je vais peut-être, lâcher le tips de l'année ou peut-être c'est une fake news donc je peux pas vous le dire. Je peux pas, savoir la véracité du truc, tu vois? Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais pour la cannibalisation, à ce qui paraît, c'est très lié aussi aux encres internes du site. Si tu fais une encre, tu as des pages différentes, je sais pas, par exemple, meilleure tondeuse à cheveux et tu fais toujours des encres, vers cette page-là avec meilleure tondeuse cheveux et tu as une autre page, qui va être tondeuse, Philips, 54 et tu fais des encres en mettant meilleure tondeuse cheveux. Tu En vois ce que je veux dire? direction de la Philips, De l'autre page, 54. voilà et en fait, Ouais. apparemment, ça peut être, très, très, très problématique, ce type de enfin, bien choisir ses encres pour ses pages. Voilà. Mm. Ouais. Ouais et ça d'ailleurs, enfin, En, sous-coté, hein, les encres internes, mais ça a clairement un gros impact, hein. Ah ça, en c'est sûr. interne et en externe aussi, j'imagine, Aussi, du coup, oui, bien Anto. sûr, ouais. Enfin, ce que tu viens d'expliquer, là, Ah oui, oui, typiquement. oui, ouais, ouais, À exactement et mon avis, apparemment c'est ça doit marcher de la même manière en externe, et ouais. bah et apparemment c'est assez violent, ouais. J'ai pas testé, je peux pas savoir mais voilà. Peut-être à tester ou à faire Ok, ok. vérifier. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, moi? C'est à moi, déjà. Mmh. À toi ou Anto, ouais. Oh, Je Anto, passe à vas-y, toi. Anto. Ah, je me bourbier. Bah, c'est un peu comme ce que je disais là, sur la toute première, mais bien choisir ses affiliations quand vous lancez votre site. Parce que pareil, ça peut flinguer bah, votre business si vous choisissez les mauvaises affiliations, les mauvais partenaires, ou voilà, ça peut tout vous baiser. Et il y a un autre truc que je voulais dire aussi, pas spécialement, mais je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais pas spécialement partir sur des niches qui vous tiennent à cœur, où il n'y a pas spécialement de bise. Partez sur des bises, enfin sur des sites où il y a déjà du bise, où vous savez que ça tourne. Et enfin voilà quoi, réinventez pas la roue, allez où il y a de l'argent, point final quoi. C'est aussi Ouais. simple que ça. Sauf si vous êtes déjà rentier, vous en foutez de l'argent. Ça, Ouais, 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 c'est... c'est sûr. Voilà, et après vous Et faites des sites juste, par vous aimez passion, hein. faire des sites par passion, Les c'est Voilà. les ça. rentiers du web. Mais c'est une grosse erreur, il y en a beaucoup qui le font. Et bah, les quelques messages que je reçois des membres du Discord des Wizards, c'est très souvent ça, c'est souvent des niches passion et ils n'arrivent pas à monétiser derrière. Bah, en fait, le problème de la niche passion, en plus de ça, c'est que parfois tu arrives à un plafond de verre comme on en a déjà parlé, mais par exemple, ta passion, c'est de faire, comment ça s'appelle là? Du de la cou pas de la couture, du canevas là, quand tu fais des dessins, au point, enfin genre, je sais pas, tu brodes des t-shirts par exemple.
et que tu fais un site sur ta passion pour la broderie, Hmm. je pense que ça peut te rapporter de l'argent. Je pense qu'il y a des sous à faire. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Mais il y a quand même un moment où tu arrives à un cap de nombre de personnes. Par exemple, si ton site est en France, le nombre de personnes en France qui ont une passion pour la broderie sur t-shirt et qui, en plus de ça, viendraient sur ton site pour trouver, je sais pas moi, quel est le meilleur. Et puis en plus de ça, ça peut être des petits produits, ça peut être des trucs qui payent mal. En fait, c'est là qu'on a une problématique. Tu auras toujours peut-être moyen de la monétiser un peu plus fort en, par exemple, créant, par exemple, je sais pas moi, des patrons ou pour créer des trucs qui vont pouvoir servir, des e-books pour apprendre à mieux faire de la broderie. Il y aura toujours un moyen peut-être de monétiser un peu plus. Mais si le but c'est juste de faire de l'affiliation, parce que là on parlait plus de l'affiliation, bah, c'est pas en faisant de l'affiliation pour des aiguilles que tu vas vraiment te blinder, quoi. Malheureusement. Alors que, je sais pas, dans le podcast de la semaine dernière, on donnait des niches plus bankable parce que, par exemple, on parlait de la perte de poids, de la prise de muscle, de l'ésotérisme ou même du dating. C'est des trucs qui touchent une plus grosse part de la population. Le dating, par exemple, il y a énormément de gens qui, à un moment dans leur vie, vont se retrouver célibataires et ont peut-être envie de trouver leur âme sœur. Voilà, donc c'est. Alors que tout le monde n'aura pas envie de faire de la broderie sur un t-shirt, quoi. Mais il peut aussi y avoir des petites niches Ouais, bien qui sûr. sont très rentables. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut partir super large. Non, Mais et par surtout, contre, en fait, ouais. j'allais juste dire, il y a des petites niches, comme tu dis, qui peuvent être très rentables et surtout pas forcément ultra rentables sur les gains que tu vas pouvoir générer, et même si ça peut être le cas, mais surtout rentables sur le temps investi par rapport aux gains. Là où, par exemple, des grosses niches, peut-être qu'il faudra bosser 200 heures sur un projet pour réussir à commencer à gagner de l'argent avec, peut-être qu'il y a des petites niches où, en bossant 20 heures sur le projet, eh ben, ça pourra sortir 1000 euros par mois. Et en fait, le gain par rapport au temps investi, là, il est grave rentable. Le ROI est top, quoi. Tout à fait. Eh bien, ne pas. Moi, le prochain conseil il est assez simple, ne pas laisser votre argent dormir sur les plateformes. Ah, ça. Euh, on a vu trop de gens se faire fumer, et on s'est fait fumer aussi, Ouais. en laissant de l'argent dormir sur les plateformes, en se disant oui, bon, tu sais, genre du bro, de toute façon. Enfin, c'est pas grave, je le retirerai un moment, je facturerai le mois Ouais, ou prochain. quand c'est des plus grosses sommes ou des choses comme Ouais, ça. voilà. Ou juste, tu te dis, bon, il y a 1000 balles, je facturerai quand il y a un peu plus. Enfin, et en fait, le résultat, c'est que de Ah, c'est temps en qu'au moment où temps, tu veux cash out, ouais, c'est de plus temps là. en temps, c'est compliqué. Voilà. J'espère Donc, qu'Anto, t'as fait ta facture du truc dont tu nous as parlé hier. Il sait même plus. Le mec, Ah il. si, ouais, non, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. En plus, on parle pas d'une petite somme, hein. Ouais, je l'ai pas fait. ouais. Ouais, mais clairement, très très bon conseil, ça, hein. Euh, Ok. Alors, un autre point, c'est de ne pas traquer. Alors, ça va être 2 points en un, on va dire. C'est à la fois quand vous avez un site qui tourne, qui fonctionne, de commencer à ralentir la cadence de l'acquisition de liens. En fait, ça, c'est un truc, moi le premier, hein, je le fais. C'est un moment, j'ai des trucs qui tournent bien. J'avais l'habitude d'obtenir X liens par mois à peu près sur ce site. Et puis bon, bah, à un moment, il tourne. J'ai d'autres projets qui m'intéressent plus en ce moment. Et puis je me dis, oh, ouais, faut que je pense à acheter des liens. Et en fait, je laisse passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis en fait, pendant un mois, j'ai pas eu de lien. Puis ça se répète plusieurs fois et ainsi de suite. Et en fait, cette vélocité de lien, c'est assez important pour montrer que le site, bah, il est toujours bien actif, qu'il obtient des liens. Et on le sait, l'obtention de liens, c'est quelque chose qui est important. L'obtention de liens, vous avez plein de façons de le faire, hein. Je ne vous parle pas forcément que d'acheter des liens. Juste, je parle d'obtenir des liens, globalement. Ça, c'était le premier point. Et en plus de ça, c'est de ne pas traquer ces liens perdus. Ou à la fois les liens perdus, ou ne pas traquer quand on a des liens sur une page, et ben, de bien vérifier que cette page sur laquelle on a notre lien reste bien indexée. Parce que si la page est désindexée, globalement, c'est un peu comme si le lien était perdu.
Et parfois, ça veut pas forcément. Enfin, c'est pas forcément un bon signe si la page se désindexe, mais dans le doute, mettez un petit coup d'indexeur, réindexez la page et au moins le lien est toujours présent. Et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font, que moi-même j'ai fait pendant un bon moment. Donc maintenant, j'ai un tracker pour ça. Et quand le lien, il est vraiment. Enfin, quand c'est disparu, quand la page est plus indexée, bah, ça me l'indique et moi, je peux repousser un petit peu la page. Donc, important en tout cas de bien traquer vos liens perdus. Vos liens perdus, ça peut aussi être le cas hier, tiens, comme ça je vous donne un exemple. Je regardais du coup, enfin, je vois sur mon tool que je perds un lien. J'envoie, du coup, c'était un lien que j'avais acheté sur iReferrer. J'envoie un message à celui à qui j'avais acheté le lien il y a un an, du coup. Et je lui dis, bah, pourquoi il y a plus le lien? Enfin, pourquoi la page n'est plus accessible? Il me dit, ah, bah, parce que j'avais acheté un lien sur une page positionnée qui s'avérait être un produit d'un e-commerce. Et dans la description du produit e-commerce, il m'avait mis un lien vers mon site. Et il dit, bah, ce site, on ne le vend plus, du coup, on a enlevé la page. Et très bon joueur, le type me dit, eh ben, si tu veux, ton lien, je te le remplace et je le mets dans un article de notre blog. En fait, j'aurais pu très bien ne pas m'en rendre compte et juste perdre un lien, et donc perdre également l'argent que j'avais investi dans ce lien, on va dire. Et au final, j'ai juste envoyé un message en tentant un peu le coup, et je lui dis, bah voilà, j'aimerais bien pouvoir retrouver mon lien. Le mec me propose l'option de mettre le lien sur le blog, je lui dis, ok, pas de souci, et voilà, réglé. Et au moins, j'ai ce lien qui n'a pas disparu, quoi. Voilà, donc c'était faites bien attention à vos liens, c'était un des points qui est important, je trouve. Est-ce que vous avez Ok. d'autres points? Anto. Moi, non. Eh bah, dis donc. Allez, c'est parti. Alors, moi, justement, dans la suite, si tu veux, on peut un peu accélérer, hein, mais ne pas faire de lien, hein, tout simplement, hein, malgré certains. Pourtant, sur LinkedIn, j'ai vu qu'il fallait pas faire de lien. Ouais, justement. Certaines personnes vous diront qu'il ne faut pas faire de lien, ne pas en faire. Après, maintenant, en vrai, voilà quoi. Ça, mon avis. Ah, on a notre Vas-y. expert LinkedIn là qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Anto? Je dis Vas-y, pas qu'il faut pas en LinkedIn. faire, mais pour acheter de la merde qu'il y a sur les plateformes, je suis désolé pour les plateformes qui nous écoutent, mais ça pousse rien, c'est la vérité, c'est de la merde. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai précisé quand je disais l'acquisition de liens, que j'ai dit dans la globalité l'acquisition de liens. Il n'y a pas que acheter des liens, il y a plein d'autres Ouais, options. ouais. Non, c'est devenu En une effet. chier. Aujourd'hui, moi, je suis plus du tout sur des stratégies de plateforme, personnellement. Voilà. Je pense que de toute façon, on est plus assez d'accord avec ça, tout ce temps qu'on est. Tu fais Mais quoi? en tout cas, Tu fais du PBN? je fais du PBN toujours. Je fais du forum, beaucoup. Et je fais aussi du volume de liens, mais que j'achète pas cher. Voilà, c'est les trois trucs que je fais. Mais tous les liens chers, les machins, les trucs rideau. Oh là, le nombre de fois, là, les dernières fois où j'ai acheté des liens à 200, 300, 400 balles et que ma page, elle n'a bougé de 0 position, ni monté ni descendu, hein. Juste Ouais, ça sert à rien. 0 changement, la page est bien indexée, mon lien est bien vu. Aucun changement. C'est vraiment le niveau de pouce est proche du. Bah, n'est pas au rendez-vous en tout cas. Ce qui veut pas dire D'ailleurs, qu'il y a que de la merde, hein, ça mais peut être un des points qui peut ruiner un site d'affiliation, c'est investir trop dans des liens comme ça qui servent à rien au final. Tu peux ruiner un business, hein. Ça... bah, tu peux ruiner ta marge en tout cas. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Tranquille. Un des points que, encore une fois, que moi j'ai fait et que je vous recommande de ne pas faire, c'est faire plein de contenu. En fait, à un moment, quand pareil, encore une fois, quand un site tourne bien et tout, que vous vous dites, ouais, il faut que je continue à faire du contenu pour animer mon site, et ben du coup, c'est de faire des contenus très moyens pour faire du contenu, un peu du volume de contenu, on va dire. Des contenus très moyens qui tapent pas vraiment d'intention de recherche, qui tape pas vraiment de trucs très importants et en fait qui va faire grossir le volume de votre site, mais avec du contenu un peu inutile. Et en fait, ça, je pense que ça a été une de mes grosses erreurs à un moment. C'était de faire beaucoup ça pour justement créer du contenu sur mes sites, mais un peu à la va-vite, un peu à la pas chère, un peu tout ça.
Et en fait, l'erreur peut être corrigée. C'est-à-dire que vous pouvez reprendre les contenus, les améliorer, réoptimiser par rapport à l'intention de recherche, réoptimiser le title, réoptimiser plein de trucs, et transformer un contenu de merde en un bon contenu. Mais l'erreur, par contre, ça serait pendant une assez longue durée de laisser ce type de contenu comme ça sur le site. Et en fait, il y a un moment où il faut faire, je crois que le terme des ricains, c'est du content Content pruning. pruning. Exactement. Content pruning, en gros, c'est regarder par exemple dans la Search Console tous vos contenus, toutes vos pages qui, sur les derniers mois, font pas d'impression, font pas de clics. Vas-y, dis-moi, Anto. Non, je disais, c'est très utilisé. Bah, moi, je le fais pour le spam, hein, très utilisé dans le spam. Toutes les pages qui font pas d'impression sur un mois, je les dégage du spam. Ouais, ok. Voilà. Voilà. Moi, j'ai 2 choses à dire là-dessus. Ça fait partie des trucs dont je voulais parler aussi. Donc, pour moi, c'est en effet une erreur de ne pas faire de content pruning. Il faut... Déjà, le premier truc, c'est... je pars du principe et je sais que notre ami Clément me rejoint là-dessus, c'est que le fait de moi, je fais partie de la team où on désindexe pas, on n'y va pas par 4 chemins, on supprime la page. Là, ça, c'est le premier truc. C'est suppression de la page. Donc, toutes les pages qui font des impressions qui font beaucoup d'impressions, peu de clics, toutes les pages non indexées, évidemment. Attends, juste, beaucoup d'impressions, peu de clics. Alors, je vais regarder si c'est une question s'il n'y a pas quelque chose à changer d'intention, pour changer le titre, améliorer un peu le CTR. Je vais quand même aller faire ce travail-là. Mais oui, il y a des moments où ça, je fais sauter. Et j'irai même encore plus loin, c'est que quand vous travaillez sur un site de volume, vous aurez un impact équivalent entre une bonne campagne de netlinking et une campagne de content pruning. C'est-à-dire qu'en termes d'impact sur votre trafic, honnêtement, ça va être très similaire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, moi j'en ai repris conscience très récemment pour être tout à fait franc avec vous. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de SEO qui ont pleinement conscience de ça. Alors bon, je vous parle même pas des gens en agence ou de ceux qui achètent des liens sur les plateformes justement depuis une éternité pour leurs clients avec des budgets pas possibles. Mais il y a très peu de SEO qui ont conscience de ça et qui se contentent justement de faire du bon contenu, des liens, et c'est déjà une très bonne chose. Mais dès qu'on travaille sur un site qui a un peu plus de volume, le content pruning, ça fait le café. Voilà. J'avais vu une étude de cas, je crois que c'était Matt Digiti ou un autre mec en tout cas, un peu gros du SEO qui avait mis un case study où il avait montré combien de pages ils avaient supprimées et après la Search Console qui fait comme ça, quoi. Ouais. Vraiment énervé. En fait, tu vois, le concept du page rank, ce qui est assez intéressant, c'est que le content pruning, on imagine ça, on va dire qu'on a une money page en haut avec 8 money pages qui font un lien vers, enfin 8 pages internes, donc de blog par exemple, qui font un lien vers cette money page-là. On va imaginer que la page du haut est 3 de PageRank, par exemple. Si on supprime 2 pages en bas, enfin 2 des pages qui poussent celle du haut, on pourrait se dire, mais du coup, ça va moins diffuser de PageRank. Mais la réalité, c'est qu'au contraire, le PageRank de la money page augmente. Et ça, typiquement, c'est ce qui fait aussi que le content... En fait, le jus du site, la puissance du site va être beaucoup plus concentrée que si elle se dilue dans des trucs de merde qui, de toute façon, auront zéro traction. Et ça, c'est sans parler, j'imagine, de ce qui est le budget crawl de Google, tout ce genre de trucs qui rentrent aussi en jeu, quoi. Et juste, imaginons, tu as des pages où elles te font pas d'impression, pas de trafic, mais par contre, elles obtiennent des liens. Comment tu gères ça? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu l'as 301? Est-ce que, bah, je sais pas, tu obtiens des liens parce que tu as fait une campagne de buzz sur TikTok et... Enfin, tu vois, qu'importe. J'ai pas je l'ai 301, tu es obligé, ouais. Ouais, tu l'as 301 dans ce genre de cas. Parce que ça serait quand même dommage de perdre le jus des liens Ouais, clairement. sur une page 404. Clairement. Ok. Et l'autre, parce que moi je pensais que tu parlais de l'autre problématique, c'est pour tous les vendeurs de liens qui font des liens de merde, enfin des pages de merde à coups d'IA en boucle depuis 1 an et demi maintenant. Et encore une fois, hein, je jette la pierre à personne, hein, je fais la même chose, les gars. Je pense que le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de content pruning à faire, à mon avis. Et le problème, c'est que le site. Mais non, mais c'est plus. C'est un bon élagage, mais la réelle problématique dans ces cas-là, c'est que tu peux pas trop te permettre, parce qu'on le sait, dans la grande majorité des cas, c'est des sites, un contenu égale un lien vendu.
Donc en fait, c'est des sites qui crèvent à petit feu Surtout que inévitablement. si t'es là, qui trace la homepage, quoi. Donc voilà, c'était le content pruning. Mais tu vois, je pensais pas que vous en parlerez, mais pour moi, ça fait partie des trucs Mais par méga contre, ouais, mais ce importants. côté, il faut y penser à le faire en fait. C'est surtout ça. Ouais. Ouais. Euh, C'était à toi, je pense, Arthur. Ou Allez. Anto. Bah, Anto, t'avais plus de trucs, je crois. Ouais. Peut-être il va nous retrouver une petite Peut-être. erreur avant la fin, on sait pas. Ne pas construire. Alors, une erreur pour moi, c'est de pas construire une relation solide avec un partenaire business si possible. Alors, je m'explique et je dis pas que c'est une solution miracle et tout, mais dans la mesure où vous arrivez à avoir des contacts avec avec vos partenaires, donc c'est-à-dire que vous ne passez pas nécessairement par un network, vous arrivez à être en direct, ou alors que vous passez par un network, mais que vous avez par exemple de bonnes relations avec votre affiliate manager qui est un partenaire, enfin qui a un petit peu de poids dans la boîte, parce que si c'est un random affiliate manager qui peut se faire sauter du jour au lendemain, en vrai, je suis pas sûr que ça vaille le coup de créer une relation de fou avec cette personne, mais pour moi c'est important et c'est dommage de ne pas le faire parce que ça va vous permettre d'accéder à certains deals. Je pense qu'encore une fois, Anto aurait pas mal de petites choses à nous dire Ah bah là-dessus. moi, Parce que je travaille qu'en direct, hein. Franchement, ça fait une diff phénoménale. Ouais. Rien que Mais sur les. et t'entretiens de bonnes relations justement avec les gens avec qui tu travailles? Bah ouais, parce que là, quand j'ai des baisses de trafic, par exemple, eux, ça les impacte, mais je leur dis que je vais relancer. Ils essayent de me donner des axes, vu qu'ils travaillent avec avec des networks, eux, ils ont beaucoup plus de volumétrie, tu vois. Donc ils savent les tendances, ils me disent, ah bah eux, ils commencent à faire comme ça, il y a des filtres sur tel truc, tu vois. Donc non, c'est quand même, c'est mieux. Même si tu serais payé pareil que sur un network, t'as quand même un gros avantage. Donc, Bon, si vous en avez la possibilité, en tout cas, c'est peut-être pas la plus grosse des erreurs de pas le faire, mais c'est toujours un petit plus d'arriver. Alors, le direct, c'est un luxe. Par contre, ne pas essayer d'avoir cette petite relation au minimum et vraiment cordiale, c'est dommage. t'es pas obligé de faire beaucoup d'argent pour passer en direct, hein, aussi. Il faut s'arrêter de penser qu'ils veulent que des gros, ils veulent pas spécialement des gros. Surtout les advertisers, enfin, généralement, l'avantage quand vous passez en direct, c'est qu'ils connaissent vos sources de trafic, ils savent que vous envoyez pas de la merde, alors que quand eux, ils ont les offres sur les networks, ils savent pas qui push les ads, etc. Donc, parfois, ils préfèrent même vous avoir en direct, même si vous avez des petits volumes, et ils vous mettent bien. Franchement, ils vous mettent des paywalls spécifiques. Enfin, c'est vraiment mieux, quoi. Franchement, il n'y a pas à chier. Ok. Moi, il me reste 2 points. Je sais pas Allez, si. fais péter. Alors, premier point, c'est tout simplement de ralentir la cadence quand ça tourne. Bon, on en a parlé plusieurs fois dans d'anciens podcasts, mais je voulais un peu forcer là-dessus. Erreur que moi-même je fais, qu'on a tous fait à un moment ou un autre, On refait encore. qu'on refait On encore et continue. toujours. Et Voilà. qu'on refera. C'est vraiment écoutez ce que je dis, mais pas enfin, ne faites pas ce que moi je fais, quoi. Mais c'est qu'en général, quand on a des sites qui tournent, mais qui commencent un peu à nous gonfler, et ben au final, on finit par les mettre un peu de côté ou à faire des trucs un peu plus cheap. Un site auquel on donnait beaucoup d'amour à une époque, bah, peut-être qu'on va se dire, ouah, un peu la flemme maintenant de payer pour des gros contenus énervés, peut-être déléguer ça à moins cher et ainsi de suite. Ou alors tout simplement de dire, bon, avant je mettais un article par semaine sur mon site, par exemple. Bah là, un peu la flemme de faire de la bonne recherche de contenu. Celui à qui je délègue, je sais qu'il ne me trouvera pas les bons contenus. C'est pas grave, je vais passer qu'à un article par mois, par exemple. Et ben, ça va vraiment se faire ressentir. Peut-être pas la première année où vous allez arrêter, mais petit à petit, le site va finir par descendre, ce qui est normal au final, hein, c'est assez logique. Mais voilà, ralentir la cadence, c'est tant qu'à faire, ça à éviter, quoi. Si vous arrivez à garder le truc, la motivation en tout cas. Eh bien, super. Et sinon, j'ai un tout dernier point. Je sais pas Vas-y. si. Bah, moi j'en ai encore quelques-uns. Bah vas-y alors. Alors, il y en a deux qui vont ensemble. Si vous en avez la possibilité, vraiment, et si vous êtes surtout sur un produit en affiliation qui fait du trafic, qui fait de l'argent,
ne vous passez surtout pas du format vidéo. Faites une vidéo. Ne vous passez surtout pas du test. Donc, faites un vrai test. On reparle un peu de tout ce qui est problématique EAT. Donc, prouvez à Google que vous avez vraiment fait le test du produit que vous présentez. Prouvez que c'est vous et pas n'importe qui est derrière ce test-là. Donc, essayez de rajouter tout ça à votre site. Mais encore une fois, le format vidéo, le contenu vidéo, c'est vraiment une très très bonne chose dont il est dommage de se passer. Donc ça fait un peu partie des deux, mais je vous conseille de faire ça. Hop. Et du coup, Franck. dernier point pour moi. Ouais. Dernier point, tout simple. Bah, en fait, ça revient un petit peu à ce que tu dis, mais j'avais juste mis négliger tout ce qui tourne autour de votre site. Donc là, tu parles de la vidéo en particulier. Moi, je vais rajouter notamment TikTok ou d'autres réseaux sociaux qui peuvent être intéressants, mais également, par exemple, emailing, très important. Peut-être même SMS marketing, si vous en avez la possibilité. Voilà, on va dire ce qui tourne autour du site d'affiliation. Encore une fois, il n'y a pas que le SEO, il n'y a pas que l'affiliation en SEO, avoir du trafic qui vient sur son site et ça s'arrête là. Vous pouvez assez facilement, par exemple, mettre un pop-up qui dit que si la personne s'inscrit, elle reçoit instantanément un code promo. Et ben, ça va en motiver quelques-uns à vous laisser un email que vous pourrez ensuite push. Voilà. Deux dernières choses. La première chose, et c'est sans doute l'une des caractéristiques les plus importantes dans le domaine de l'affiliation et du business web, tout particulièrement en SEO, c'est ne pas manquer de patience. Honnêtement, c'est le truc qui fume, je pense, 80% des affiliés en herbe, tout simplement. Au 95 95, disons, allez. Soyons généreux, mais c'est que c'est pas facile dans le sens où vous allez au début, ce qu'on appelle, c'est une phase de travail à blanc, où quand vous débutez et que vous n'avez pas eu votre premier revenu, votre première commission, vos premiers trucs, il y a vraiment cet aspect-là où vous vous dites, mais c'est pas possible, on m'a menti. Et donc vous êtes là à charbonner comme un débile toute la journée, en vous disant un jour ça va payer, ils m'ont dit que ça allait payer, et la réalité c'est que souvent les gens abandonnent trop tôt, et vous savez, vous avez cette fameuse image avec le mec avec sa pioche qui pioche depuis des plombes, et il y a le truc de diamant de l'autre côté, mais au final il abandonne au dernier moment. En vrai, faut être patient. Faut être patient, ça prend du temps. Aujourd'hui, c'est d'autant plus le cas que Google, il y a une espèce de sandbox dont on parle pas mal sur le Discord, entre nous, dans les podcasts aussi, sans aucun doute, mais il y a un espèce de truc qui fait que Google généralement a besoin d'un petit peu de temps avant de donner de la confiance à un site et donc de le positionner. Ça, c'est un fait. Et j'en profite pour dire une dernière chose, c'est on a eu la question sur le Discord qu'on vous invite à rejoindre et qui se trouve en description de cette vidéo. Mais les liens d'affiliation, mettez-les dès le début. Attendez pas d'avoir un site qui fonctionne pour mettre vos liens d'affiliation. Ça vous évitera de perdre de l'argent, en fait. Parce que la réalité, c'est que tu nous le disais encore tout à l'heure, Anto, tu as lancé un site il y a de ça quelques jours, qui fait déjà des inscrits. J'en ai pris 3 pendant le podcast, là. Je suis à 71. Voilà. Donc, mettez vos liens dès le début, quoi. Ouais, direct. Ouais, et parce qu'en fait, parfois, vous en rendez pas compte, mais même si vous êtes à, je sais pas, le site, on va dire que l'offre convertit à 3%, bah, c'est peut-être un des premiers visiteurs qui aura cliqué sur l'offre qui convertira. Et en fait, ça va donner cette petite étincelle et cette petite motivation Ouais. de se dire ça alors, j'ai eu 10 clics et j'ai déjà fait une vente. Et ça, c'est tellement motivant. C'est tellement cool de. Ça valide que c'est possible en fait. Et clairement, je pense qu'on nous l'a tous aussi fait cette erreur de se dire ah, j'attendrai d'avoir un peu plus de trafic pour mettre les liens. Et au final, on voit que le trafic il met du temps à arriver. Du coup, on n'est pas très motivé. Du coup, on arrête un peu de bosser sur le site ou on pas aussi bien. Alors que si dès le début, on avait au moins des clics sur l'offre d'affiliation et peut-être une conversion, bah là, on se dirait ok, ça vaut le coup. Voilà. C'était déjà pas mal. Hein. Ouais, je crois qu'on a fait un bon tour, déjà là. matière sur les quelques erreurs. On a peut-être oublié des erreurs un peu obvious. Si c'est le cas et que vous vous en rendez compte, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse, pour les gens qui écoutent, que ça peut intéresser. On pense aussi à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify. Merci déjà à tous de continuer de nous écouter. Merci parce qu'on a passé, Franck vient de regarder les 100 étoiles sur Spotify. Donc un grand merci pour tous ceux qui jouent le jeu et qui
prennent le temps de noter notre podcast. Ça nous permet, nous, d'être un petit peu plus visibles. Le monde du podcast, c'est un peu compliqué de ce côté-là, côté visibilité, même si on se plaint pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et puis, on se dit tout simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Ciao, ciao. Salut.